Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. On a l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Léo Bernard. Bonjour Léo. Bonjour Roland. Alors, tu es un grand spécialiste de l'expérience candidat, hein, comment renforcer l'attractivité d'une entreprise, comment faire en sorte que on puisse trouver les talents dont on a tous tant besoin. Avant de commencer, vous êtes tous toujours aussi formidables. La semaine dernière, vous étiez un peu plus de 200 pour écouter Patrick Barabé, le fondateur de Social Selling Advisors, nous parler des dernières innovations pour utiliser LinkedIn dans le cadre de ventes complexes. Donc, si vous voulez revisiter le spin selling, les grandes méthodologies de vente complexe et comment est-ce que LinkedIn peut à chaque étape de ces grandes méthodologies vous aider, n'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre chaîne de podcast préférée. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par le support de d'Incentive. Incentive, c'est un éditeur de logiciel français présent dans une vingtaine de pays. Incentive, ça permet de créer des communautés engagées, donc communautés de commerciaux engagés, un réseau de distribution engagé, et d'activer grâce à la gamification, grâce aux dernières recherches en sciences cognitives, l'énergie collective de vos organisations. On travaille aujourd'hui dans des secteurs très différents. On est disponible en offline. Voilà pour la petite page de publicité. Est-ce que, Amaury, maintenant, tu peux nous présenter qui est Léo? Oui, bien sûr. Léo Bernard, vous êtes un recruteur aux multiples facettes. Votre engagement dans le recrutement nouvelle génération vous a poussé à devenir créateur de contenu, notamment sur YouTube et dans des podcasts, et vous êtes aujourd'hui entrepreneur puisque vous êtes le cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruiter. Pourtant, vos études vous destinaient plus à une carrière d'avocat. Vous êtes titulaire d'une licence de droit privé, puis d'un master 2 en management des ressources humaines à l'université Panthéon-Assas de Paris, obtenu en 2018. Et c'est en débutant en tant que recruteur que vous réalisez à quel point les attentes des candidats ont changé et que le recrutement s'avère souvent injuste. Vous vous attelez donc à mettre en place des écoles de recrutement dans les entreprises par lesquelles vous passez, comme Mantoux, L'Oréal ou encore plus récemment Faber Novel. Début 2020, vous intégrez la startup Choco en devenant Lead Talent Acquisition pour une startup en pleine expansion. Et durant cette période, vous décidez de franchir la barrière du recrutement en créant votre propre podcast puis une chaîne YouTube. Et ces formats vous permettent d'explorer les enjeux de ce métier en transition. En avril 2020, vous vous lancez dans la création de votre propre bootcamp où vous apprenez aux recruteurs à élever leur niveau. Vous êtes ici pour partager votre expertise en ce domaine et c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Je crois que j'ai jamais eu une intro aussi chouette. Merci à Maurice, c'est génial. La pression est haute maintenant. La pression est haute et l'attente de nos éditeurs est grande, Léo. Alors, on va commencer par un bouquin qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque de sa sortie, qui s'appelle The War for Talent. Il est plutôt jeune, ce bouquin, il date de 2001. Il a été écrit suite à un article qui était paru dans le McKinsey Quarterly en 1997 sur l'importance de penser différemment le rapport avec les candidats, de penser différemment le rapport avec les collaborateurs. Et ça reste toujours un bouquin de référence. Alors, il a été publié en 2001. Quelques jours après le 11 septembre, donc il a été écrit avant le 11 septembre, il a été écrit au moment où la bulle Internet commençait à exploser, mais fort de tous les enseignements qu'on avait vécu pendant cette période très tendue sur les talents et notamment les talents tech, assez similaire à ce qu'on est en train de vivre en ce moment sur certains talents comme les data engineers, les développeurs, les commerciaux et pour la communauté qui nous intéresse, hein, tous les directeurs et managers commerciaux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut recruter les commerciaux. Alors, le premier constat que tu fais quand tu fais une conférence, c'est de dire finalement l'expérience des candidats, elle est aujourd'hui assez mauvaise, assez dégradée, et tu as l'habitude de poser trois questions pour faire prendre conscience aux gens que finalement les expériences de recrutement, elles sont encore catastrophiques du point de vue du candidat. C'est quoi les trois questions que tu poses, Léo?
Alors, je varie en fonction des jours, mais je pense, est-ce que tu as, du coup, tu as déjà été candidat, Roland? Quand était ton dernier jour en tant que candidat? Écoute, j'ai été candidat en revenant des États-Unis il y a quelques Ouais. années. Ok. Voilà, il y a quelques années. Du coup, quand tu étais candidat, est-ce que c'était, mon première question, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des gens qui étaient là pour t'interviewer, des managers ou autres, et qui étaient en retard à l'entretien? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Eh bien, écoute, tu as une chance inouïe. Deuxième chose, est-ce que tu as déjà arrêté des process de recrutement parce que tu t'es dit, en tant que candidat, je ne me sens pas forcément respecté ou écouté, et donc je vais arrêter ce process? Oui, absolument. Donc là, malheureusement, ça arrive à beaucoup de gens où on arrête en cours de route, on se dit, en fait, je suis pas à ma place. Et la troisième que je peux te poser, c'est, je suis sûr que dans ta boîte mail, tu as un mail qui commence par, malgré l'intérêt que nous portons à votre candidature, nous sommes dans le regret de vous informer que ceci ne sera pas accepté. Si vous voulez, nous gardons votre candidature pour les 3 prochaines années si un jour un poste se libère. Et ça, souvent, quand je pose cette question, 100% des gens dans la salle se sentent concernés parce qu'on a tous au moins et en quantité, je pense, nombreuse, ce genre de mails qui sont des mails un peu insipides et qui souvent viennent en fait terminer un process, du coup, bah, de la pire des qualités possibles, quoi. Oui, ça peut te terminer un process quasiment même immédiatement, hein. Il y a des mails Ouais, automatiques qui sont renvoyés quand ça correspond pas exactement, quand l'IA a décidé que le profil correspondait pas exactement au exactement. poste recherché. On peut recevoir ce type d'email absolument. Donc effectivement, on s'aperçoit que cette expérience candidat, elle peut être compliquée. Alors finalement, quand on y pense, qu'est-ce qui a changé ces derniers mois, ces dernières années, qui doit nous engager à repenser cette expérience candidat? Qu'est-ce qui a changé finalement? Quasiment tout, j'ai envie de dire. Après, moi, j'ai pas, du coup, je n'ai que 28 ans, donc j'ai pas une expérience de comment c'était il y a assez longtemps. En revanche, depuis le moment où j'ai commencé à travailler, à faire, disons, mon premier stage et entre aujourd'hui, en fait, je remarque qu'il y a 3 choses principales qui vont changer. De un, donc tu parlais de guerre des talents en intro. En fait, il y a des métiers en tension. Et donc, qui dit métier en tension, dit rapport de force qui s'inverse. Pendant un très long moment, il y avait jamais eu ces questions-là. Tu voulais recruter et en fait le but c'était il y avait trop de candidats et de candidates et le but c'est qui je vais choisir parmi tout ce monde-là. Aujourd'hui sur des métiers de commerciaux, sur des métiers tech, digitaux, c'est l'inverse et tout le monde se bat, toutes les boîtes se battent pour les mêmes personnes. D'ailleurs c'est assez compliqué parce que plus personne en trouve, mais je pourrais en revenir après. Moi je suis absolument pas d'accord avec la guerre des talents, je pense que c'est plutôt une guerre d'entreprise, mais on pourra y revenir dessus. La deuxième chose qui a changé, c'est le digital évidemment, ce qui fait qu'en fait tu as accès à l'information. Il y a encore, disons 20, 25 ans, sans Internet, bah, du coup, tu te faisais avoir par, enfin, tu n'avais pas d'informations concrètes et précises que tu pouvais aller trouver. C'était du bouche à oreille, c'était du coup les journaux, c'était les gens que tu connaissais, c'était du réseau. Et en fait, il n'y avait pas cet accès instantané à Glassdoor, à Welcome to Jingle, à LinkedIn. Tu ne pouvais pas, en tant que candidat, en fait, avoir l'information. Et tu sais, l'information, c'est le pouvoir. Et donc, sans ça, en fait, c'est compliqué de se dire que j'ai envie d'avoir des attentes en tant que candidat. Et la troisième chose qui est beaucoup plus récente, et je pense qu'il y a vraiment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'expérience candidat, c'est le Covid. En fait, les gens, pendant des mois, ont soit arrêté de travailler, soit sont fait virer, soit sont remis en question. En fait, ils se sont dit, bah, en fait, est-ce que vraiment le travail a un rôle si fort aujourd'hui dans ma vie? Et ils se sont dit, oui, il a un rôle, si et seulement si j'ai ce que j'ai à avoir. Et en fait, en tant que candidat aujourd'hui, je pense que dans toutes les générations, les gens veulent la même chose. Dans tous les types de jobs, les gens veulent la même chose. Du respect, être bien payé, être considéré, avoir une boîte qui est alignée avec ses valeurs. Et ça, en fait, c'est pas une affaire générationnelle, c'est pas une affaire, encore une fois, de job, c'est un truc global. Tout le monde aujourd'hui se dit, OK, pour donner du sens à mon travail, mais il faut qu'en retour, la boîte qui me recrute me donne, moi, la capacité de faire ça. Donc, c'est 3 choses qui ont changé là. L'information via Internet, la capacité, du coup, que tu as aujourd'hui via le Covid de se dire, bah, OK, j'ai vraiment envie de beaucoup plus de choses. Et cette fameuse, du coup, guerre des talents qui peut exister où il y a des jobs qui sont en tension. Et ces 3 choses font qu'aujourd'hui, si on ne fait pas une expérience candidat digne de ce nom en entreprise, on perd la plupart des gens. Alors, en plein mois de mai 2020, donc en plein Covid, tu crées la chaîne YouTube Léo sans pipeau et puis le podcast Sans pipeau. Tu décides de te concentrer plutôt sur les candidats que sur les recruteurs. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ce timing finalement et pourquoi tu as décidé de te concentrer sur l'expérience candidat et de t'adresser directement aux candidats?
Ouais, alors là, je pense enfin, moi, j'ai fait du droit, Amaury l'expliquait initialement, parce que j'ai une valeur cardinale qui anime toute ma vie, c'est la justice. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis insatisfait de plein de choses qui se passent dans le monde, mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, j'ai fait du droit en me disant, je pourrais peut-être réduire des injustices qui peuvent exister dans le monde. Bon, finalement, j'ai déchanté parce que, en tant que carrière juridique, je pense que c'est compliqué de vraiment avoir un rôle là-dessus et il faut vraiment investir dans des domaines particuliers. Et je me suis dit, bah, ok, allons être en entreprise et tentons de voir si à l'intérieur d'une boîte, on peut changer les choses et rétablir un peu du coup une justice plus forte. Et je me suis rendu compte que la plus forte injustice que tu avais, c'est quand du coup tu es candidat et qu'en fait tu te fais balader par ta entreprise. Et donc je me suis dit, là où les entreprises, il y a un double chose en fait. Côté candidat, les gens veulent de la justice, veulent être traités comme des personnes et du coup, bah, c'est ce qu'on doit faire pour les candidats. Et en même temps, il y a un côté commercial. Enfin, chaque entreprise existe pour faire des profits, sans aller du coup dans du pipeau. C'est le cas. Chaque entreprise veut croître, veut du coup recruter des gens, etc. Et donc en fait, quand tu réalises que ne pas mettre en place d'expérience candidat te fait perdre de l'argent, parce que du coup perdre des potentiels candidats qui sont extrêmement bien, et qu'en même temps tu réalises que ça coûte zéro à implémenter, je te dis pourquoi ne pas le faire. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est là où je pense que les entreprises ont le plus à jouer. C'est cool de faire du sourcing, c'est cool d'aller faire des annonces qui sont magnifiques, de faire un site carrière que personne ne va aller jamais lire. Mais si après, tu ne respectes pas tes candidats avant, pendant et après le process, ça, tu fous tout en l'air en fait. Tous les efforts qui auront été mis en amont sur le recrutement seront détruits par une expérience candidat de piètre qualité. Et donc je me suis dit, je vais aller jouer beaucoup là-dessus. Et parce que personne n'en parlait à l'époque, il y a 4 ans, c'était un sujet qui était un peu presque tabou. Et en tout cas, personne ne s'intéressait à ça. Et à force, je me suis dit, je vais aller là-dessus. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu un effet de milieu le recrutement. Et plus tu parles d'un sujet, plus les gens veulent que tu parles de ce sujet-là. Et du coup, tu vois, même encore aujourd'hui, 4 ans après, c'est encore un sujet dont je parle parce que je pense que c'est un sujet qui est encore majeur et il y a encore plein de boîtes qui n'ont pas compris ça. Et du coup, en effet, j'ai créé ce podcast et cette chaîne YouTube pour aider les candidats en me disant que si j'aidais les candidats à du coup être des top candidats, ils arriveraient à mieux être respectés par leur boîte. Or, aujourd'hui, je fais l'inverse avec du coup l'entreprise que j'ai créée parce que je réalise que tu as beau être le meilleur candidat du monde, si une entreprise n'a pas envie de te respecter, elle ne te respectera pas. Et donc, en fait, les mentalités qui doivent changer, c'est les entreprises, c'est les recruteurs, les recruteuses, les RH, les CEO, c'est les gens qui ont le pouvoir qui doivent changer les choses et non pas les candidats qui malheureusement en fait sont beaucoup le maillon faible du processus de recrutement. Alors tu dis maillon faible, dans le cadre de l'association du réseau Entreprendre, je coach des jeunes entrepreneurs et notamment une entrepreneur que je salue ici, il s'appelle Daily Corner, super jeune société montée par deux entrepreneurs brillants. Ils me disent, et ça se retrouve dans plusieurs entreprises que j'accompagne, ils me disent, les candidats maintenant, on a des candidats en alternance par exemple, ils disent oui, et puis ils signent les papiers, et puis on arrive le premier jour et les gens ne viennent pas. Euh, euh, En septembre, là, 4 personnes qui devaient venir, qui devaient rentrer dans l'entreprise, ne sont pas présentées. Est-ce qu'on arrive aussi à un problème de savoir-vivre ou de comportement des candidats qui peut parfois amener les entreprises à avoir des processus beaucoup plus stricts, beaucoup plus contraignants, pour s'assurer que quand on a besoin d'une ressource et quand on s'est engagé mutuellement à ce que la ressource arrive, elle soit effectivement là le premier jour? Je dirais tu as 2 sujets là-dessus. Le 1er, c'est enfin, le recrutement, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais c'est un mix entre évaluation et séduction. Tu as 2 objectifs. Un, c'est trouver la meilleure personne qui te corresponde à toi, entreprise, et 2, c'est t'assurer que cette personne-là s'assure en fait qu'elle va avoir quelque chose à gagner à te rejoindre. C'est transactionnel, le recrutement. Tout le monde a à y gagner des 2 côtés. Et donc souvent en fait en process, on retrouve que c'est soit l'un soit l'autre qui est mis en avant. Il y a des boîtes qui vont être trop dans la séduction, mais du coup qui vont pas forcément bien évaluer les personnes et quand ils arrivent les premiers jours, elles font pas le boulot. Et il y en a, c'est l'inverse. Ils vont trop être dans l'évaluation, trop être dans un côté un peu dirigiste. Et quand la personne arrive, en fait, elle se dit, bah ouais, en fait, si elle arrive, c'est ce que tu disais, les gens qui viennent pas, ils disent, bah ouais, mais en fait, j'ai été évalué, soit, mais j'ai pas été séduit. Et du coup, le subtil art du recrutement, c'est d'arriver à trouver ce mix entre les deux. Tu marches un peu sur un fil entre séduction et évaluation. Bon, le mieux, c'est de séparer ces étapes. Tu vois, tu as un entretien séduction, un entretien évaluation, puis un autre de l'un et un autre de l'autre, et ainsi de suite. Et donc, pour revenir à ce que tu dis sur le premier jour, c'est le deuxième point. Je pense que il y a un truc qui se fait très peu dans beaucoup de boîtes, c'est ce qu'on appelle du coup le nurturing. En gros, moi, candidat, je te dis, je te rejoins dans 3 mois
mois parce que je me ferme à mon préavis et où je suis en cours et j'ai mon alternance qui commence en septembre. Et souvent, la plupart des boîtes ne mettent rien en place entre le moment où le process se termine et le premier jour. Et je pense que, alors, il n'y a pas de chiffre là-dessus. Le jour, je cherchais voir une corrélation entre les gens qui ne viennent pas le premier jour et l'absence de nurturing. Et je pense que si tu faisais une étude, tu aurais un truc qui serait assez fort parce qu'en fait, les gens oublient et ils ont d'autres sollicitations, ils ont d'autres idées. Et dans un monde, tu vois, aujourd'hui qui est hyper instable, bon, je vais pas faire de parler de VUCA, tout le monde en parle depuis genre des années, ça sert à rien. Mais dans un monde qui est hyper instable aujourd'hui où les gens peuvent changer d'avis très régulièrement, si tu t'assures pas en fait de séduire tes candidats et tes candidates entre le moment où tu leur dis oui et le moment où ils arrivent, c'est très probable en effet qu'ils viennent pas et ou que quand ils viennent, ils soient pas aussi motivés que ce qu'ils étaient en cours de process. Et donc ça, tu vois, genre toutes les semaines, toutes les 2 semaines, voire tous les mois au minimum, je dirais, de les contacter, de les inviter à un déjeuner, à un petit déjeuner, de les inviter à des événements d'entreprise, de leur donner des infos sur ce qui se passe, des nouveautés. Bah, du coup, tu les rends déjà en fait engagés en tant que futurs collaborateurs, collaboratrices. Et ça, souvent, quand c'est pas fait, en effet, il y a des risques que les gens ne viennent pas. C'est un vrai sujet et beaucoup de nos clients, beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir pour les aider à améliorer le pre-onboarding et l'onboarding des Ouais, collaborateurs pour renforcer cette expérience dès la signature du contrat. Effectivement, exactement. c'est un vrai sujet. Lors d'une interview donnée à Portrait de recruteur, tu dis que ton leitmotiv, c'est de donner la même importance aux candidats qu'à ses clients. Alors, on avait déjà la symétrie des attentions pour traiter ses collaborateurs comme on aimerait que nos collaborateurs traitent leurs clients. Maintenant, toi, tu étends ce concept de symétrie des attentions aux candidats. Tu peux nous en dire plus? Bah, est-ce que si demain, tu as un lead entrant pour ta boîte, est-ce que du coup, tu arriverais en retard lors de cet entretien-là, le lead entrant? Non. Est-ce que du coup, tu vois, tu te dis, ouais, ce client est intéressant, mais il part en vacances dans une semaine, bah, au pire, tant pis, je lui renverrai pas de relance, il reviendra vers moi. Non, tu fais pas ça. Tu t'assures de relancer pour être sûr que la personne soit motivée. Quand tu l'as en entretien, qu'est-ce que tu fais? Tu souris, tu es content, tu n'as qu'une envie, c'est de donner la meilleure version de toi-même face à ce client-là. Bah, c'est pareil pour un candidat. En fait, si on applique la manière dont on traite ses clients à ses candidats, bah de un, c'est facile parce qu'on est habitué au quotidien, en tout cas quand on est dans la partie commerciale ou qu'on est entrepreneur, on est habitué à faire de la vente à longueur de journée et donc on peut appliquer cette méthode à des candidats. Or, un truc qui se passe, moi je ne comprends pas pourquoi, c'est quand on est en entretien, c'est l'inverse, on devient une autre personne, on devient la version maléfique de nous-mêmes et on se dit non, mais c'est pas comme des clients, donc pourquoi je les respecterais de la même manière? C'est que des CV. Je schématise, mais souvent il y a ce côté un peu manque de respect du candidat. Et du coup, c'est là où je me dis, bah, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est en fait, j'aime bien dire que ton candidat d'aujourd'hui, c'est peut être un client de demain. Et là, tu vois, j'ai plein d'anecdotes à raconter sur des candidats dans le passé qui m'ont recontacté pour des jobs et que j'ai recruté par la suite. Et même mieux, depuis moi, ça fait 6 mois que maintenant je suis à mon compte et que je suis plus en CDI et que je suis entrepreneur. Et j'ai le tout premier mois de ma prise de poste, un candidat que j'ai eu il y a, c'était 3 ans et demi, un truc comme ça, chez Faber Novel, qui était un candidat pour un stage, qui est venu me voir et qui m'a contacté en me disant, bah oui, tu sais que tu étais jusqu'à présent, c'est la meilleure expérience candidat que j'ai eue depuis 3 ans et demi. Du coup, aujourd'hui, j'ai besoin d'un chasseur de tête pour ma boîte. Est-ce que tu peux m'aider à recruter cette personne? Et du coup, tu vois, tu te dis que 3 ans et demi, tu peux avoir un impact et j'ai rien fait de particulier. Juste, j'ai été justement gentil avec lui, je lui ai souri, je lui ai donné une réponse. Quand on lui a dit pourquoi est-ce qu'on ne le prenait pas dans l'entreprise, je lui ai expliqué vraiment pourquoi de manière détaillée. C'est quoi les 3 critères sur lesquels ça marchait pas, etc., etc. Et du coup, bah, j'ai pris des nouvelles de temps en temps. Quand je voyais son nom passer quelque part, je fais tiens, comment ça se passe, ton stage là-bas, ton premier CDI là-bas? Et du coup, il s'est souvenu de moi. Et ça, en fait, des exemples comme ça, j'en ai une dizaine que je pourrais avoir de gens que soit j'ai recrutés après, soit aujourd'hui qui viennent me voir parce qu'ils se sont souvenus de comment je les ai traités dans le passé. Et donc, en fait, si au contraire, tu les traites mal, du coup, en fait, c'est fini. Et tu as une stat, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est qu'un candidat non satisfait en parle à 10 autour de lui ou autour d'elle. C'est énorme quand il pense. C'est comme les clients. Hein. Tu vois, genre un client est satisfait, dira ah non, jamais utilise pas ce service-là, ça marche pas. Bah, les candidats, c'est la même chose. Ils se souviennent de toi. Et je finirai là-dessus. Tu as un cas qui a été fait par Virgin Mobile que tu connais peut-être, où encore ils se sont amusés à calculer le coût d'une mauvaise expérience recrutement. En gros, c'est une histoire d'une coiffeuse qui n'avait pas du tout les compétences pour être chez Virgin, mais par un malheureux accident, elle s'est retrouvée convoquée à un entretien. Elle vivait à 3 heures du siège de Virgin Media aux États-Unis, donc elle a acheté une tenue, elle a loué une voiture, elle s'est fait toute belle pour son entretien parce qu'elle se dit je vais impressionner, donner le meilleur de moi-même. Elle a fait l'entretien et en fait, au bout de 30 minutes, la personne n'était pas là. Donc déjà, tu te dis, OK, est-ce que je me sens traité? La personne est entrée dans l'entretien, dans la pièce. L'entretien, ça a duré 10 minutes. Au bout de 10 minutes, le recruteur est sorti en mode, attends, j'ai un coup de téléphone, je reviens te voir. Et il est revenu en disant, bah, je suis désolé, mais ça ne marchera pas. Donc, expérience horrible. Tu fais 3 heures de route aller pour qu'on ne te respecte pas. Et du coup,
quelques mois plus tard, ils se sont rendus compte que cette personne-là, en fait, avait fait un feedback négatif sur plein de sites et en fait avait dit, j'ai recommandé à ma famille et à mes amis d'arrêter la souscription à Virgin Media. En gros, Virgin Media, si ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Canal+, en termes de souscription, tu payes par mois et tu as accès à des chaînes. Et donc, le DRH de l'époque s'est dit, je vais faire un calcul, la corrélation entre des clients et des candidats, et du coup, combien de gens arrêtent d'être clients une fois qu'ils sont candidats et qu'ils ont eu des expériences. Et bon, je ne vais pas faire le calcul ici, c'est un peu long, mais en gros, à la fin, c'était 5,4 millions par an. 5,4 millions de dollars par an pour une expérience candidat de mauvaise qualité. Et donc, des gens qui, parce qu'ils ne sont pas contents en tant que candidat, ne sont plus clients. Et t'imagines, genre, si tu mets ça dans des plus petites boîtes, c'est quand même un coût énorme. Et donc, en fait, on se rend compte que, un, les gens ne se souviennent pas de toi. Deux, s'ils se souviennent de toi pour des raisons négatives, ils en parlent mal. Et trois, potentiellement, tu perds de l'argent parce que, du coup, les candidats vont arrêter de t'acheter tes services ou tes produits. Donc, c'est dingue. Alors, dans un podcast effectué avec Tous Recruteurs, tu décris ta pratique, la pratique du CARE, qui est une démarche de recrutement axée sur la bienveillance, sur l'attention à l'autre. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous préciser quelle est cette méthodologie à mettre en place de façon très pragmatique? Ouais, ça c'est peut-être mon côté, je pense, utopiste, mais en gros, tu as l'expérience candidat, donc qui est comment est-ce que du coup tu mets en place des choses qui fonctionnent et qui ne sont pas négatives. Le CARE, c'est tu vas encore plus loin. Du coup, c'est vraiment le fait de prendre soin. Donc, tu vois, par exemple, je te disais de prendre des nouvelles des candidats et candidates entre les étapes ou une fois qu'ils sont recrutés. Le CARE, c'est vraiment tu vas encore plus loin. Donc, par exemple, tu fais un feedback vraiment détaillé. Tu pourrais aller, par exemple, coacher des candidats qui n'auraient pas fonctionné. Tu prends plus de temps que 2 minutes au téléphone pour vraiment leur expliquer ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Ça va être dans tes annonces, par exemple, le CARE commence dès les annonces où du coup, tu vas permettre à la personne de se projeter au maximum sur ce qu'est la boîte. Donc, tu dis pas leader de notre marché, nous avons aujourd'hui blablabla. Non, tu dis le job, c'est celui-ci. Il permettra de gagner ça en compétences. Tu travailleras avec telle personne qui est géniale parce que X raison. Notre entreprise, elle est différente d'un concurrent parce que ce qu'on fait en plus, c'est ça, 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 ça et ça. Et du coup, si tu viens, tu trouveras tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. En revanche, je te demande d'avoir ça ou ça. En fait, c'est vraiment l'extra mile que tu vas faire. C'est les choses en plus qui fait qu'en fait, les gens te rendront mémorable, enfin, se souviendront de toi comme la personne qui aura fait passer le meilleur process de recrutement possible. Et du coup, le CARE, ça marche à la fois auprès des candidats, mais aussi auprès de tes collègues. Donc, souvent, quand on recrute, c'est un mix en fait entre tu as trois parties prenantes. Tu as la personne qui recrute, donc ça un RH, une RH, un recruteur, une recruteuse. Tu as ce qu'on appelle les hiring managers. Donc, c'est les gens qui émettent le besoin de recrutement. Par exemple, un head of finance qui veut recruter quelqu'un dans son équipe. Et la troisième partie prenante, c'est le candidat. Et du coup, il faut que tu aies du CARE entre ces trois personnes. C'est une boucle qui ne fonctionne pas s'il y a un lien qui est défaillant. Si le hiring manager n'est pas content de son recruteur ou inversement, il n'y a pas de CARE possible. Si les candidats, du coup, ont un recruteur d'exception, mais après une hiring manager qui arrive et qui va tout casser, par exemple, derrière, c'est pareil, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'il y ait en fait une sorte d'harmonie entre ces trois parties prenantes. Et le CARE, c'est ça, en fait. C'est que chacune de ces liens, chacun de ces liens va être mis au plus haut niveau d'amour que tu vas donner en fait, à l'autre personne. Alors ça, c'est la philosophie. On comprend créer une proposition de valeur candidat beaucoup plus concrète, précise, dès l'annonce, dès l'annonce, et puis ensuite accompagner le candidat tout au long de la relation qu'il a commencé à construire avec Ouais. l'entreprise. J'ai une question. On a de plus en plus d'outils. Tu parlais de Glassdoor, de Welcome to the Jungle, de tous les sites Mhm. d'ATS, de recrutement, de consolidation des données. Donc les entreprises ont de plus en plus de data. Quel est le rôle de la data et des outils dans cette amélioration de l'expérience candidat? Je pense que ça vient faire les choses qu'on faisait avant à la main, qui va être, tu vois, tenir au courant un candidat, une candidate qu'il y a, je sais pas, qu'il y a une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ou même l'absence de nouvelles. Ça va te permettre de faire des rappels pour ne rien oublier et ne pas oublier un candidat, une candidate au fond de ton ATS. Et du coup, c'est là où pour moi, le meilleur outil à avoir quand on recrute, c'est du coup un ATS qui va être capable de faire le bon mix entre automatisation et expérience candidat. Donc entre efficacité et entre du coup ce côté plus care et je dirais expérience que tu vas donner. Donc quand tu mélanges expérience et efficacité, tu as un bon mix. Là-dessus, moi j'ai mon préféré qui est Tim Tyler, qui est l'ATS que je recommande à tout le monde parce que c'est le seul aujourd'hui qui est Tu peux répéter le nom? Tim Tyler, donc Tim comme une équipe, Tim Taylor. T-E-A-M, Ok. et Tailor. C'est une boîte suédoise qui est en train vraiment de craquer le marché de l'ATS parce que c'est les seuls qui mixent automatisation, expérience candidat de qualité.
Et du coup, c'est là où je trouve que c'est intéressant. Tu peux du coup te mettre des rappels pour faire des choses que tu n'aurais pas pensé à faire. Tu peux automatiquement envoyer un message à un candidat une fois que tu l'invites à un entretien ou la veille pour lui rappeler qu'il a quelque chose de prévu, ou tu peux lui envoyer des documents, tu vois, en amont. En fait, tu peux automatiser les choses qui sont chronophages et qui sont pas personnalisées, et tu as plus de temps pour faire par exemple des retours à tes candidats que tu refuses. Tu as plus de temps pour vraiment échanger avec les hiring managers sur des profils de candidats en discussion. Et du coup, ça te fait gagner du temps sur les deux. C'est du marketing automation à destination des candidats, quoi. Exactement. Et tu peux même faire du nurturing, tu vois, par exemple, tu dis non à un candidat, tous les 3 mois, tu peux ensuite lui envoyer un message pour lui dire, bah, t'étais en process, parce qu'à l'époque, on a pris quelqu'un de plus senior, j'en sais rien, on n'a pas choisi, mais du coup, t'inquiète, là, on a un job qui va arriver, voilà, une news sur la société. Ouais. Tu peux créer des campagnes de marketing à posteriori d'un process. Alors, tu as effectué, je crois toi-même, plus de 1500 entretiens de candidats. Est-ce que tu peux nous donner ton impression, avec ton expérience personnelle, de ce qui motive aujourd'hui le plus les jeunes collaborateurs, et quels sont les sujets sur lesquels il faut que l'entreprise se positionne de façon intelligente pour attirer les talents? Ouais, là-dessus, moi j'aime bien opposer ce que j'appelle du coup les non-critères et les critères. Le non-critère, en fait, c'est quelque chose qui va aller justement repousser des candidats. Donc typiquement, un salaire en dessous du marché, une flexibilité quasi inexistante, donc peu de télétravail ou des horaires fixes qui sont trop contraignants, ce genre de choses. Le choix de l'outil de travail, par exemple, si tu as des gens qui, par exemple, vont utiliser que des Mac, c'est pas mon cas, je suis pas un pro Mac, mais tu as vraiment des devs qui vont uniquement travailler avec un Mac parce qu'ils ont envie d'avoir ça. Donc, en fait, ça, c'est les anti-critères. Et là-dessus, c'est un peu comme tu as ton cerveau reptilien qui va te faire passer d'abord les choses qui sont les plus dangereuses. Bah, du coup, le cerveau reptilien, quand il voit un process, il se dit OK, télétravail, c'est bon, salaire, c'est bon, outil de travail, c'est bon, je peux passer à la suite. Et la suite, c'est les critères de sélection. Et donc, du coup, une fois que tu as réussi à éviter très vite et à vraiment rassurer les gens sur les anti-critères, tu peux convaincre sur les critères. Et les critères, souvent, c'est quoi? C'est mon manager. Est-ce que la personne qui va être mon boss, ma boss, va m'apprendre des choses, va m'aider à m'élever et va me permettre de devenir une meilleure personne dans mon job? La deuxième chose qui est vraiment importante, c'est ce que fait l'entreprise. Du coup, donc tu as ce côté valeur plus que en fait le produit limite en lui-même est souvent moins grave. Ce qui va vraiment compter. Et après, là, je fais une généralité, mais c'est différent par poste, c'est différent en fonction des zones géographiques, c'est différent en fonction de plein de choses. Mais du coup, les valeurs vont être importantes si et seulement si elles sont vraiment claires, intéressantes, précises et qu'elles vont te donner du sens à ton travail. Et la troisième chose, c'est vraiment le job en concret. En fait, les gens, si je sais pas, aujourd'hui tu es commercial, tu as envie de savoir c'est quoi le cycle de vente, c'est quoi du coup les types de clients, c'est quoi les outils que j'utilise, à quel point on est mature sur les relances, est-ce que c'est plus, c'est quoi le mix entre inbound et outbound. En fait, tu as plein de choses que tu te demandes et souvent dans les annonces, je ne sais pas si tu es d'accord, mais ça apparaît pas tout ça en fait. C'est très généraliste et du coup, bah, en fait, les anti-critères souvent n'apparaissent pas. Il n'y a pas de salaire dans les annonces, il n'y a pas le télétravail est mal indiqué dans les annonces et les critères n'apparaissent pas non plus. Et qu'est-ce qui reste? Il reste ce que les candidats, en fait, presque ce qui est inintéressant pour eux. Donc, l'historique de l'entreprise. Ça, du coup, tu t'en fiches avant de postuler. Tu n'as pas envie de savoir qu'elle a été créée il y a 30 ou 40 ans, qu'elle est leader dans X marché, que le siège est basé au Luxembourg. Bref, tu t'en fiches de tout ça. Souvent, tu as une très longue liste à rallonge de ce que l'entreprise attend des candidats. Donc, on veut 5 ans d'expérience, on veut un master de haute école uniquement, on veut du coup 1001 compétences que tu dois avoir, tu dois être curieux, rigoureux, efficace. Enfin, wow. Et du coup, tu as un amoncellement de listes à rallonge qui fait que tu es noyé dans tout ça. Et donc, en fait, c'est là où tu te rends compte qu'il y a trop de choses qui ne marchent pas. Les anti-critères sont pas précis et du coup, le cerveau reptilien a peur. Les critères sont pas assez mis en valeur. Du coup, tu te dis, bah, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Et en fait, ce qui reste, c'est juste dont les candidats ils sont pas intéressés par ça. Donc, on arrive à la fin de cette demi-heure, ça passe Ça très passe vite, vite, hein. c'est passionnant. On finit toujours par deux questions. Quelle est ta meilleure expérience de management, Léo? Alors moi, du coup, j'ai eu la chance de manager une seule fois dans mes expériences quand du coup je gérais une équipe pour Choco. Et je pense que la meilleure expérience, c'est de réaliser que tu as des gens qui n'ont pas confiance en eux, pensent qu'ils n'y arriveront pas. Euh, les gens autour d'eux leur disent qu'ils n'y arriveront pas pour X raisons. Et toi, de donner confiance à ces personnes-là. Moi, j'ai toujours recruté, quand c'était pour mon équipe, des gens où je me suis dit, il y a un potentiel de dingue, même si aujourd'hui, la personne est incapable de faire le job, mais avec du temps, avec de l'investissement et avec du coup un soutien sans faille, ça marchera. Et donc d'avoir vu des gens qui ont commencé comme alternants, qui ne connaissaient rien à leur boulot, qui n'étaient pas passionnés par le métier et à qui tout le monde leur disait tu n'y arriveras pas, et voir ces gens qui étaient les top performeurs de la boîte et qui battaient des gens qui avaient plus d'expérience dans ce domaine-là. Ça, du coup, c'est ma meilleure expérience parce que du coup, en fait, tu crées des professionnels et c'est magique, tu vois. Genre, tu peux aider des gens à s'élever et c'est ça que je pense que
c'est un peu mon biais de croire beaucoup dans le potentiel des gens. Et c'est pas forcément dire des gens jeunes, c'est des gens qui sont pas expérimentés dans le job. Donc je crois aussi beaucoup aux reconversions, par exemple. Quelqu'un qui se reconvertit a une rage que n'a pas quelqu'un qui n'est pas reconverti, parce qu'il ou elle n'a qu'une envie, c'est faire mieux et changer de job. Donc meilleure expérience, c'est avoir vu des gens partir de zéro et tout péter à la fin. Donc après le message de l'évangile, convertissez-vous, ton message c'est reconvertissez-vous. Ouais, clairement. Et deuxième question, Léo, tu as une citation qui t'inspire particulièrement? J'en ai une qui me suit beaucoup et qui est de Stéphane Distinguin, qui est le créateur de Faber Novel, qui disait très souvent on peut être jeune et avoir raison. Et cette phrase, elle me parle beaucoup parce que on a en fait parmi toutes les discriminations dont on a aujourd'hui au travail, je dirais il y en a deux qui sont principales. On a une discrimination vis-à-vis des seniors et vis-à-vis des juniors. C'est les deux publics qui vont aujourd'hui, d'un point de vue statistique en France, souffrir le plus des discriminations. Et donc en fait, ce que dit Stéphane là-dessus avec cette phrase, c'est que c'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce que du coup on est senior dans sa carrière que du coup on peut pas en fait avoir raison sur des gens qui sont plus légitimes entre guillemets. Et du coup, souvent les gens aujourd'hui dans les boîtes qui ont le pouvoir, c'est des gens qui sont, je dirais, au milieu, les 30 à 50 ans. Quand tu es en dessous de 30 ou en dessous de 50, personne te respecte, grosso modo. Et du coup, on souffre en fait de ce polarisme, je sais pas comment on dit, polarité du jeunisme ou du seniorisme. Et du coup, Stéphane Distinguin nous dit non, c'est pas grave, tu peux avoir 24 ans et gérer une BU, et en même temps, tu peux être reconverti, avoir 55 ans et être beaucoup plus digital, par exemple, le natif, que quelqu'un qui, au final, est plus jeune. Tu as des gens qui, des fois, ont 50 ans et qui maîtrisent beaucoup mieux les outils digitaux, par exemple, que des gens qui en ont 20, et qui sont des meilleurs devs, par exemple, que des gens qui sont plus jeunes. Et en fait, l'âge n'a absolument rien à voir avec la compétence. Donc, c'est un peu la conclusion que j'ai, c'est quand les études qui sont faites, les méta-analyses sur le lien entre âge et performance te montrent qu'il n'y a absolument aucun lien. Il y a un lien entre expertise sur un job et performance, mais il n'y a aucun lien entre l'âge que tu as et la performance. Écoute, tu nous en fais la brillante démonstration aujourd'hui. Un grand merci, Léo. Pour Merci à aller toi. plus loin, on a sélectionné quelques ouvrages. The Robot Proof Recruiter de Katrina Collier, hein, les effets inattendus de la pandémie sur le recrutement, paru en 2019. Le collectif du recrutement, une plateforme de formation qui vous apprend tout sur le recrutement, sur www.collectif-recrutement.com. Bien sûr, ton profil LinkedIn sur lequel il y a plein de ressources. Donc, connectez-vous, suivez Léo. C'est une vraie source de jouvence, rafraîchissante, de plein d'idées, de plein d'anecdotes, plein voilà, de choses intéressantes pour rester à l'heure de la modernisation des techniques de recrutement. Et puis, Yaniro Podcast, hein, les secrets tabous du recrutement. Et puis le livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui a vraiment été une révolution sur ces sujets de recrutement et de gestion des talents, The War for Talent de Ed Michels, paru en octobre 2001. Si tu as encore quelques instants, Léon, on sera ravi de te garder avec nous pour les questions des auditeurs. Et Bien puis sûr. pour ceux qui ne peuvent pas rester avec nous, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Il n'y aura pas de masterclass exceptionnellement la semaine prochaine pour cause de vacances. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour parler de stratégie de pricing avec Stéphane Guinchard. Merci à tous pour ceux qui doivent nous quitter. Et puis, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Là, votre boîte est ouverte directement sur le chat de GoToWebinar sur la droite de votre écran. Alors, Amaury, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs? On a déjà un certain nombre de questions. Vous avez parlé de top candidat. Est-ce qu'il serait possible de préciser ce que vous entendez exactement par top candidat et ce qui le différencie d'un candidat tout court? Merci. Je crois que j'en parlais en un contexte en plus de critique. Justement, moi, c'est quelque chose que qui me plaît pas forcément. On parle beaucoup de A-player aussi, souvent pour parler de top candidat. Et en fait, il y a deux choses. Un, ça n'existe pas dans l'absolu. Il n'y a pas de A-player dans personne n'est A-player dans l'absolu. Tu es A-player par rapport à un contexte. Des gens qui vont exceller dans une boîte vont être moins bons dans une autre et inversement. Et donc, du coup, je pense qu'un top candidat, c'est quelqu'un qui correspond parfaitement à tes besoins. Et pour ce candidat-là, en fait, tu corresponds parfaitement à ses besoins, à lui ou à elle. Donc, le top candidat, pour moi, c'est un peu l'alignement parfait entre toi en tant qu'entreprise, valeur, mission, job, et le candidat, la candidate en termes d'attente qu'ils vont avoir par rapport au job. Là, du coup, tu as ce top, enfin, c'est plutôt un top match au final qu'on pourrait dire, parce qu'un top candidat dans l'absolu, pareil, ça n'existe pas. En quoi, selon vous, un candidat en 2022 serait-il plus performant et plus efficace
qu'un candidat d'avant 2022? Je sais pas s'ils sont plus efficaces aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'ils ont plus d'informations. Plus on avance et plus du coup tout devient transparent. Le monde entier devient entièrement, non pas un cactus, mais devient entièrement transparent. Et donc je pense que peut-être les candidats, s'ils sont meilleurs aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent des choses. Ils peuvent contacter des gens sur LinkedIn facilement, ils peuvent avoir accès à Glassdoor, à toutes les reviews, ils peuvent aller voir ce qu'ils disent dans la presse. Et ça, plus tu avances dans les années, plus c'est facile de le faire. Il y a encore 5-10 ans, tu n'avais pas tout ça. Mais je sais pas s'ils sont meilleurs pour autant. Je vois un intérêt à un processus de recrutement un peu dur qui est de créer de la difficulté dans le processus auquel sont habitués les candidats les plus performants. Ne pensez-vous pas que certains ont aussi envie d'être challengés? Entièrement d'accord sur les phases d'évaluation. Mais du coup, le problème souvent qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui vont faire des process durs du début à la fin et que la séduction va être passée à la trappe. Et si en fait c'est trop dur, il y a deux possibilités. Soit du coup, il va y avoir, je sais pas, 1% des gens qui vont réussir, mais pas forcément les gens qui sont les meilleurs salariés. Ce sera les gens qui auront juste réussi le test. Et le deuxième chose, c'est que du coup, si c'est un truc trop dur, les gens vont se dire waouh, si on me demande tout ça en tant que candidat, qu'est-ce qu'on me demandera en tant que salarié? Et du coup, il y a des risques énormes de faire fuir les gens. Et donc c'est là où il faut trouver un mélange subtil entre une difficulté qui soit suffisante pour justement filtrer le gros des gens et en même temps ne pas faire peur et faire fuir. Et toujours avoir en tête ce côté séduction plus évaluation. Mais en effet, l'évaluation doit être difficile. En théorie, je sais pas, entre un entretien 1, 2 et 3 et 4, il faut qu'il y ait maximum 50% des gens qui passent d'une étape à une autre. Il faut que ça soit sélectif, sinon c'est pas intéressant de faire un process à rallonge si on n'est pas assez bon dans la sélection. Donc oui, il faut être difficile, enfin dur dans notre mode d'évaluation. Pour autant, la forme doit être douce. Donc, tu peux être dur dans tes values, mais tu dois le faire avec du care. Et en même temps, si tu fais un truc trop difficile, tu fais fuir les gens. Mettre en place une liste de valeurs bien définie peut attirer les bonnes personnes, mais a-t-on toujours envie d'avoir les mêmes personnes dans la même entreprise? Là-dessus, moi, c'est un mot que j'ai bien utilisé. On parle beaucoup de culture fit, notamment dans les startups. Donc, il faut que des gens qui aient la même culture que toi. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est entièrement dépassé. Et la notion, moi, qui me plaît bien, c'est celle de culture add. Donc, en fait, tu vas ajouter des gens. Donc, en fait, la culture ne doit pas servir à évincer, à éjecter de ton process des gens qui te ressemblent. La culture, elle sert à rassurer les gens sur OK, tu peux venir chez moi, j'aurai au moins ça que je peux te promettre. Et donc, du coup, chaque candidat, chaque candidate doit élever le niveau de la culture. Pour moi, justement, une culture, elle grandit avec les gens que tu recrutes. Et en effet, si tu mets des valeurs fixes et que tu dis, je sais pas, on est tous des gros requins, on est des compétiteurs dans l'âme, bah, du coup, quelqu'un qui va pas forcément avoir cette logique-là, mais qui va peut-être être meilleur commercial parce que des techniques de temps long, des techniques plus relationnelles que transactionnelles, en fait, ça marcherait pas avec cette culture-là. Donc, si en effet, tu dis, bah voilà, ma culture, elle accepte des gens qui sont différents et vient nous aider à nous élever. Là, ça marche. Et la culture doit jamais être utilisée contre un candidat. Elle doit toujours être utilisée pour rassurer les candidats. Est-ce qu'il faut forcément pousser la RSE lors des entretiens, notamment vis-à-vis des jeunes qui y sont très intéressés? Est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous? Hmm. J'ai envie de dire si et seulement si c'est vrai et que c'est pas du greenwashing. Or, déjà, les gens ne savent pas forcément toujours en interne si c'est vrai vraiment ou si c'est du greenwashing. Les services RSE, des fois, vont un peu enjoliver les choses, mais je pense que ça se pousse que si la boîte est légitime à en parler. Typiquement, tu es Total et tu parles de RSE, c'est compliqué parce que du coup, tu es une boîte qui, dans l'absolu, en fait, va être une boîte qui va être très polluante. En revanche, tu es une boîte, je dirais, intermédiaire comme un L'Oréal. Tu peux dire, je sais pas, par rapport à il y a 10 ans et aujourd'hui, on a fait un effort sur le packaging et on est plus sensible au plastique, on recycle plus ce qu'on fait, etc. Tu peux le dire, mais il ne faut pas que ça devienne non plus un truc qui sonne un peu faux. Tu vois, les gens vont pas chez L'Oréal pour la RSE. Les gens vont chez L'Oréal pour le tampon que ça apporte, pour la culture d'entreprise, pour les opportunités professionnelles. Et donc, du coup, il ne faut pas que ça devienne un critère majeur, la RSE, mais ça peut être utilisé si tu décèles en entretien que la personne est intéressée par ça. Comment avoir confiance sur la pérennité d'une embauche lorsque le CV du candidat fait état de multiples expériences de 1 an ou 2 ans maximum dans diverses entreprises? Lors d'une embauche, nous allons investir en temps et ou en formation et moyens financiers, la plupart du temps à fond perdu sur le long terme. Ça, on voit de plus en plus de profils de switchers. C'est juste presque inquiétant hein, pour une grande partie des candidats, enfin des candidatures que nous on reçoit chez Incentive, par exemple. Je suis entièrement d'accord et c'est vrai que ça peut faire peur parce que du coup, en fait, ça fait peur parce qu'on ne sait pas. Je vais pas parler de philosophie ou quoi, mais souvent, pour moi, la peur, en fait, c'est parce qu'on a de l'inconnu derrière. Pourquoi les gens, par exemple, en France, vont avoir peur des étrangers? Parce qu'ils savent pas, tout simplement, qu'il y a une différence par rapport aux Français. C'est pour ça que le racisme, dans l'absolu, est infondé. Mais bon, ça, c'est
je m'écarte. En fait, quand on voit des trous dans les CV, quand on voit des expériences à raccourcis, on se dit qu'est-ce qui se passe? Et parce qu'on ne sait pas, on a peur. Or, il suffit de leur demander. Il y a toujours des raisons qui justifient une expérience courte. Par exemple, si on regarde moi mon CV, mes premières expériences, c'est des expériences de 6 mois. Pourquoi? Parce que c'est des stages. Donc, en fait, du coup, on se dit, ah bah oui, c'est vrai, c'est un stage, ça dure 6 mois. Après, on va avoir 1 an chez L'Oréal. Ah bah oui, c'est une alternance. Logique, du coup, que ça dure 1 an. Et les 3 expériences que j'ai eues en CDI par la suite étaient des expériences très courtes, entre 1 an et 1 an et demi. Et il y a toujours eu une raison derrière, qui était une raison, en fait, comment je dirais, un peu inévitable. La première, il y a une réorg qui, du coup, a complètement changé ce pourquoi j'avais signé initialement. Et du coup, ça, tu l'expliques en entretien. Bah, en fait, c'est pas ce pourquoi j'ai signé il y a 1 an. La deuxième, culture qui, du coup, ne convenait pas à la longue et un quasi burn-out qui fait qu'il fallait impérativement que je m'en aille. Sinon, du coup, je pouvais plus supporter cette culture qui n'était pas alignée avec la mienne. Et la troisième, j'ai eu envie d'entreprendre. Et du coup, quand on a envie d'entreprendre, je pense que s'il y a des gens parmi nous qui sont entrepreneurs, on sait que c'est plus fort que nous. Et du coup, ok, je reste le temps qu'il faut. Et du coup, j'ai plié mes bagages comme il fait. Mais en revanche, dans aucune de ces 3 boîtes, je suis parti comme un malpropre et j'ai toujours fait en sorte de recruter la personne qui allait me remplacer et de laisser comment je dirais, comment on dit, des passations qui soient les plus efficaces possibles pour qu'il n'y ait pas en fait de discontinuité de service. Et donc, en fait, dans l'absolu, quand on regarde mon CV, on voit des expériences d'1 an et quelques, et donc on se dit waouh, il va partir au bout d'1 an. Oui, mais il y a toujours une raison derrière, qui en plus les 3 étaient des raisons différentes. Donc moi, j'aurais aimé rester plus longtemps dans toutes ces boîtes. J'aurais aimé rester plus longtemps parce que je croyais au projet initial, mais pour une raison ou une autre, ça s'est pas fait. Et donc je pense que c'est là où il faut tout simplement demander aux candidats et aux candidates, avant de leur dire non par rapport à ça sur le CV seul, leur demander, même demander un mail si on va perdre du temps en entretien, leur demander bah tiens, c'est intéressant, je vois que tu as des expériences assez courtes. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as arrêté ces boîtes-là successives? J'ai une dernière question. Comment faire comprendre et appliquer les bonnes pratiques traditionnelles aux candidats? Respect d'horaire, type de langage, tenue vestimentaire pratiquée en entreprise. Euh, c'est vrai que cette question, en fait, on se dit, on doit attendre des gens ce que nous on veut voir, en fait, et souvent il y a un biais qui va être que on va avoir, enfin, on a tous des biais cognitifs. On pourrait faire d'ailleurs un live dessus, serait intéressant. Si tu veux, je pourrais moi être en relation avec des gens qui parlent de biais cognitifs, qui est l'erreur principale qu'on fait en entretien. En fait, on a des biais qui fait qu'on va vouloir des gens qui nous ressemblent. Et donc quelqu'un, typiquement, si moi je porte un t-shirt et que j'ai quelqu'un qui va avoir un chemise, enfin chemise et cravate, je vais pouvoir le juger. Et inversement, si par exemple quelqu'un arrive en retard, la personne adore la ponctualité, il y aura un jugement. Or, souvent, en fait, il y a toujours une raison derrière. Et souvent, on ne sait pas forcément ce qui peut se passer. Et il y a plein de biais qui peuvent se passer. Souvent, on associe Élise sur le bootcamp raconte une histoire de quelqu'un qui rentrait dans une pièce avec une odeur très forte de cigarette, vraiment, vraiment très forte. Élise, qui elle déteste l'odeur de cigarette, et du coup s'est dit waouh, ok. Et donc elle avait un biais négatif très fort. Et en fait, il s'avérait que cette personne-là était en procédure de divorce, était extrêmement stressée, et du coup la cigarette lui permettait en fait d'évacuer son stress. Je n'ai jamais fumé, mais apparemment ça aide à évacuer du stress. Et du coup, en fait, en demandant la question, bah tiens, je remarque que du coup, il y a une odeur très forte de cigarette, tout va bien dans votre vie en ce moment, et en fait, elle a débunké le truc au tout début, et la personne s'est un peu effondrée. Ah bah oui, vraiment, c'est difficile, je suis vraiment désolé, je fais un effort, je sais que c'est pas forcément agréable, mais je vis une période difficile. Si vous voulez, même on reporte l'entretien, à vous de me dire. Et du coup, en fait, si on a cette image en mode je veux que les gens soient à l'heure, bien habillés, etc., 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 en fait, on s'ancre nos biais et on aura toujours pareil, ce doute et cet inconnu. C'est le même genre de réponse que pour les trous dans le CV et les expériences courtes. On fait des préjugés sur les gens en face de nous. Or, si on leur demande, bah, du coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Léo, un immense merci pour cet entretien. On aura parlé de culture fit versus culture ad, de méthodologie du CARE, de critères et anti-critères de recrutement, des annonces vraiment centrées sur l'expérience candidat et sur ce que le candidat va pouvoir trouver et gagner dans sa relation avec l'entreprise. Tu nous as parlé également d'ATS, de nouveaux ATS qui sont des véritables plateformes de marketing automation vis-à-vis des candidats, en mentionnant Tim Taylor. Tu nous as parlé aussi, moi je retiens cette phrase merveilleuse, un candidat aujourd'hui, c'est un client demain. Et si on a ça en tête et si on partage finalement cette phrase lundi prochain à toutes les personnes qui chez nous sont chargées du recrutement, ça nous donnera une autre perspective. Et puis tu nous laisses aussi avec cette merveilleuse phrase de Stéphane Distinga, le fondateur de Faber Novel. On peut être jeune et avoir raison. Merci Léo de ta masterclass brillante. On vous donne rendez-vous à tous dans 2 semaines pour parler de stratégie de pricing. Merci à tous de votre fidélité et à dans 15 jours. Bonne journée à tous.